Hey, bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Donc, la CDC est vraiment très heureuse de vous accueillir ce soir à ce débat électoral en vue des élections provinciales en octobre prochain. À titre d'acteur fédérateur de l'action communautaire autonome, la CDC croit à l'importance pour l'ensemble des partis politiques de débattre des enjeux cruciaux qui touchent le développement social dans notre quartier. Ce débat est donc une occasion unique pour vous de vous présenter ainsi que présenter les grandes lignes de la plateforme de votre parti. Nous sommes donc très heureux de vous compter parmi nous. Alors, de gauche à droite, la députée sortante, Ruba Gazal, de Québec solidaire dans Mercier. Du Parti québécois, Sabrina Mercier-Hulon dans Mercier. Phoebe Laplante dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, ainsi que Mme Catherine Boungia du Parti libéral du Québec dans Mercier. Alors, merci encore pour votre présence avec nous ce soir. On tient aussi à remercier les personnes issues du milieu communautaire ainsi que les citoyennes et les citoyens qui ont participé à l'élaboration de préoccupations, d'enjeux et de questions qui vont être posées ce soir. On tient d'ailleurs à souligner la présence de 7 personnes parmi nous ce soir qui sont ici à titre de délégués qui vont eux-mêmes aller poser les questions aux candidates et aux candidats. C'est vraiment, en fait, grâce à ces personnes-là qu'on a eu la chance de pouvoir énoncer des préoccupations et des questions grâce, entre autres, à des consultations citoyennes avec À nous le plateau et la Maison d'Aurore, qu'on remercie vraiment très chaleureusement. Aussi, un petit mot pour souligner qu'à la fin du débat, il y aura 1 à 2 questions provenant du public qui pourront être adressées aux candidates et aux candidats. Ceci dit, l'événement est présenté en direct sur Facebook, mais les questions qui vont parvenir de Facebook, on n'aura pas la réponse là, à ces questions-là. Donc, c'est vraiment les questions du public ici qui vont pouvoir être répondues par les candidates et les candidats. On remercie également Resto Plateau pour la salle, ainsi que Vincent Lorrain à la caméra et Guillaume Grenon au son. Je tiens à faire un merci tout spécial à mes collègues, vraiment, qui ont fait un travail exceptionnel, minutieux et colossal, considérant le temps très serré qu'on avait pour organiser cette soirée-là. Donc, Carlos David Castro, Isabelle Assalian, Valérie Doman et Véronique Granger-Brodeur, encore une fois, un gros merci. Finalement, avant de lui céder la parole, on tient aussi à remercier Martin Boire, qui a gentiment accepté pour une 2e année d'animer le débat électoral organisé par la CDC. En plus d'être un animateur hors pair, Martin détient un bac en sciences politiques et une maîtrise en pratique de recherche et action publique. Martin est directeur de la CDC de l'agglomération de Longueuil depuis 2013. Il réalise aussi des mandats d'animation d'assemblée pour le Centre Saint-Pierre. Avant ça, il est impliqué pendant une 10aine d'années dans le milieu associatif étudiant au sein d'organismes environnementaux et comme attaché politique. Il a souvent été appelé à participer ou à gérer des campagnes de relations publiques et médiatiques, ainsi qu'à contribuer au développement de processus collectifs en développement communautaire. Donc, un très beau bagage, Martin. Et sur ce, je lui cède officiellement la parole pour la soirée et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent débat. Bonsoir tout le monde. Il y a encore des gens qui arrivent. La salle est comble. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent à la démocratie. Là, il y a un peu de feedback, alors je me recule un peu. Je prends mon temps pour permettre à la console de s'ajuster. Alors, je vais prendre quand même quelques minutes pour vous expliquer le déroulement de cette soirée. Ça a déjà été expliqué aux personnes, aux candidates qui sont avec nous, mais je pense que c'est important que les gens sur Facebook et les gens dans la salle le comprennent. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, les questions ont été préparées par table de concertation, organismes communautaires, citoyens, citoyennes. Je pense qu'eux, ils méritent une bonne main d'applaudissements. C'est un investissement qu'ils ont fait de préparer ces questions-là. Alors, à chacune des questions, je vais interpeller la personne qui représente l'organisme communautaire ou la table à s'avancer, à poser la question. Ensuite, chacun des candidates va pouvoir répondre. Ils ont exactement 1 minute 30, 90 secondes pour le faire. On a derrière les caméras des cartons qui seront affichés quand il reste 30 secondes,
Oui, de l'autre côté, parce que sinon... alors, un beau carton en vert qui indique 30 secondes, un carton en jaune qui en indique 10, puis un carton bien agressif en rouge pour vous indiquer que c'est terminé. Aussi, quand le carton rouge apparaît, si je vois que vous partez dans une envolée lyrique, je vais devoir intervenir, je vais devoir vous remercier. Ça me désolerait de devoir le faire, alors je vous invite à respecter le temps. Surtout, on ne voudrait pas s'attirer les foudres du directeur général des élections, alors soyons respectueux. Comme je vous l'ai dit, il y a 9 questions en tout, plus la présentation d'ouverture. Alors, à 20 h, on va prendre une pause d'une dizaine de minutes, puis le débat devrait se conclure vers les 21 h. On a fait un tirage au sort pour déterminer la première personne qui allait se présenter. Alors, on va commencer avec Catherine Bounja du Parti libéral du Québec. On va aussi, après Catherine, on va tout le temps fonctionner comme dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, après ça, ça sera Mme Rubagazal, puis on va continuer ainsi de suite. Puis, question après question, c'est toujours la personne à la gauche qui la commence. Là, ça semble un peu compliqué et théorique. N'ayez crainte, je serai là pour vous accompagner. Alors, vous avez 1 minute pour vous présenter. Aussi, comme vous l'avez vu, il y a 2 personnes pour le Parti québécois. Alors, pour la présentation, le temps de présentation sera séparé par 2, mais par la suite, pour les questions, ils se les sont répartis. Alors, ils auront pleinement la minute 45. Toutes les explications sont dites. Alors, c'est à vous de parler maintenant. J'ai terminé. Madame Catherine Bounja, vous avez 1 minute pour vous présenter. Alors bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Puis ce soir, on a un débat avec 4 femmes et 1 homme. Vous auriez pu assister à un débat avec 4 hommes et 1 femme. Donc soit vous êtes très féministe et ça, j'aime ça. Ou soit vous avez vraiment à cœur le plateau Mont-Royal et ça aussi, j'aime ça. Alors moi, je suis une femme d'action. Je suis une citoyenne engagée. Je suis une mère de famille. Ça fait plus de 10 ans que j'habite dans le plateau Mont-Royal. Je me suis installée ici avec ma famille parce que c'est un quartier qui est dynamique, c'est un quartier qui est inclusif, mais il y a encore beaucoup de choses à faire en matière d'égalité, en matière d'équité sociale, en matière de développement durable. Et moi, ça fait une quinzaine d'années que je m'implique comme bénévole, comme mentor. J'ai été membre également dans un organisme communautaire ici parce que moi, je pense que chaque personne, chaque citoyen peut atteindre son plein potentiel et c'est le rôle de l'État vraiment d'aider chaque citoyen à atteindre son plein potentiel. Je vois le 10 secondes en même temps. Moi, je vous invite vraiment à me faire confiance. Je suis quelqu'un de dynamique. Si vous avez une chose à retenir, PCR, Catherine est pragmatique, elle est courageuse, elle est rassembleuse et j'espère vraiment avoir votre confiance comme un de mes prédécesseurs. Merci. On poursuit ce tour de présentation avec Mme Rubagazal de Québec solidaire. Merci beaucoup. Tout d'abord, merci à la CDC, à toutes les personnes qui ont participé à écrire et à préparer ce débat et à écrire les questions. Merci à vous, les citoyens et citoyennes qui êtes dans la salle. Ça démontre à quel point vous accordez de l'importance à notre démocratie, surtout ici sur le plateau. Moi, j'ai été élue pour la première fois en 2018 et ça a été un honneur pour moi et un grand plaisir et privilège de représenter les citoyennes et citoyens de Mercier. Et vraiment, pour moi, je ne fais pas ça toute seule. C'est une équipe aussi avec qui j'ai travaillé pendant ces 4 années. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis d'origine palestinienne. Je suis une fière enfant de la loi 101, comme j'aime le dire. Je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans, je ne parlais pas le français. Et j'ai étudié en environnement et j'ai été notamment porte-parole du parti en environnement pendant, entre autres, et de la question aussi de la langue française pendant que j'étais députée. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Ce n'est pas un débat, c'est une discussion. Effectivement, ce n'est pas un débat. Il n'y aura pas de discussion croisée, comme vous avez pu le voir ou ne pas le voir à TVA. Alors, voilà, ce sera beaucoup plus agréable, n'ayez crainte. Alors, les 2 personnes qui suivent, c'est Sabrina Mercier-Ullorn et Phoebe Laplante. Alors, vous avez 30 secondes chacune pour vous présenter. Écoutez. Je peux pas dire grand-chose en 30 secondes. On va vous laisser un petit 45 secondes chacune pour la présentation. Donc, salut tout le monde. Donc, je tiens à remercier CDC Plateau Mont-Royal pour l'invitation. Donc, si je me retrouve ici devant vous comme candidate du Parti québécois, c'est en grande partie grâce à notre État social fort et notre conception collectiviste.
Je suis issue d'une famille d'origine modeste et je dois énormément à notre filet social, qui m'a permis de me rendre jusqu'à l'université et de faire mentir les statistiques. Malheureusement, les 20 dernières années de saccage néolibéral ont mis à mal ce système dont je suis si fière. Nos écoles vétustes donnent un cadre d'apprentissage peu inspirant qui contribue au décrochage scolaire. Nos aînés sont isolés et souffrent énormément du manque de vision des gouvernements successifs pour leur assurer de vivre et de vieillir dans la dignité. Notre langue française peine à demeurer la langue commune au Québec et cela contribue à l'effritement des liens sociaux. Donc, je veux redonner à ma société et permettre à tous les Québécois de s'épanouir à long terme. Merci beaucoup. Alors, on cède maintenant la parole à Phoebe Laplante. Je sais, c'est un exercice de concision, de vulgarisation de vos propos, mais ça vous force à aller à l'essentiel. Phoebe Laplante, la parole est à vous. Parfait. Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Phoebe Laplante. J'ai 22 ans et je veux devenir députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Vous allez peut-être penser qu'à 22 ans, on ne peut pas devenir député parce qu'on n'est pas assez mature, parce qu'on n'a pas une vraie maturité. Alors que c'est faux. Depuis mes 16 ans, je suis militante du Parti québécois et j'ai envie de m'investir. J'ai envie de contribuer à ma société. J'ai envie d'améliorer le sort du français à Montréal. J'ai envie de pouvoir changer l'état climatique qui est présentement. J'ai envie de faire progresser socialement ma société. Et c'est en s'investissant au Parti québécois que je vais y arriver. Et voilà, j'ai pas beaucoup de secondes, mais c'est en misant sur le français qu'on va pouvoir contribuer à notre société puis s'assurer que notre culture puisse proliférer dans le futur. Donc, merci beaucoup. Vous êtes arrivé exactement dans le temps. Vous avez mon premier carton rose de félicitations. Alors maintenant, la parole est à Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Le premier débat que j'ai fait, c'était le déluge la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est le débat des chefs. Mais il y a des gens qui sont là. Merci d'être venus. Cet événement démocratique est important. Que sera la prochaine, l'apocalypse? On verra. Un mal qui répand la terreur. Mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, pour l'appeler par son nom, qui en un jour peut enrichir l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ça, c'est La Fontaine. La Fontaine, c'est aussi le parc dans lequel j'ai grandi. Le plateau, c'est l'école où j'ai développé un sens, le bon sens. Et quand je revenais chez moi, dans le Jardin des Merveilles, je regardais dans la grande bouche de la baleine bleue et je me suis dit, un jour, je ferai bien. Et aujourd'hui, je suis là pour vous défendre politiquement et démocratiquement. Stéphane Marquis, architecte, Parti conservateur du Québec. Merci. J'avais dit tout à l'heure un enfant qui est rentré qui n'aurait pas de musique, mais on a eu droit à de la poésie. Merci. Alors, on va passer maintenant à la première thématique de notre soirée, ménage et famille. La question en lien avec les ménages et familles va être lue par Gaëlle Descaries, qui est membre de la table de concertation autour des familles Grand Plateau, et elle est coordonnatrice du volet communautaire chez Resto Plateau. Bonjour. Les familles vivent une multitude de défis avec l'inflation et le manque de services. Les services en ce qui a trait à la petite enfance sont difficilement accessibles à l'heure actuelle. Les places en CPE sont limitées, les garderies subventionnées également, et les garderies privées n'ont pas de restrictions quant au coût. Nous observons des familles qui doivent payer entre 40 et 70 $ par jour par enfant. La situation se complexifie davantage lorsqu'il s'agit de demandeuses d'asile. Quelle est la proposition de votre parti concernant les enjeux d'accessibilité des milieux de garde et quelle est votre position sur l'accès aux services de garde pour les enfants demandeurs d'asile? Question alors, pour commencer ce tour de table, ce tour de fauteuil, on cède la parole à Mme Ruba-Gazal de Québec solidaire. Oui, bien, merci beaucoup pour la question. Évidemment, au Québec, on se targue d'avoir un modèle de CPE qui, en fait, c'est un modèle aussi à travers le monde, là, si on est cité. Puis c'est un enjeu aussi féministe. Il y a Myriam Lapointe-Gagnon, qui est notre candidate dans Rivière, en fait, dans le bas du fleuve, et qui a fondé Ma place au travail, parce que le fait qu'il n'y ait pas de place en service de garde, en CPE, ben ça a un impact sur les femmes. Ce sont souvent elles qui gagnent moins et donc qui restent à la maison. Donc,
Pour nous, on a une mesure temporaire. Celle, par exemple, où les parents qui ne trouvent pas de place en CPE, alors que leur congé de maternité se termine ou leur congé parental, puis qui n'ont plus de prestations. Donc, une mesure temporaire, le temps de régler la situation, c'est de leur donner 870 $ par mois à ces parents-là. Donc, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit, c'est juste une situation d'urgence parce qu'on peut pas avoir les places comme ça. Il y a une liste d'attente de 37 000 places. Donc, pour nous, c'est un enfant, un CPE. Et dans notre cadre financier qu'on a présenté, il y a un montant d'argent pour s'assurer que tout le monde puisse en avoir. Et il y a même des CPE en ce moment qui m'interpellent, qui m'ont interpellé, avec qui je travaille, qui sont dans des bâtiments excédentaires du CSSDM et qui risquent même de fermer parce que les bâtiments ne sont pas, on n'investit pas assez pour les entretenir et ils risquent de quitter. Malheureusement, je n'ai pas pu parler exercices de concision très, très difficiles. Très difficile. Mais je suis persuadé que vous allez développer votre expertise tout au long de cette discussion. Alors, on poursuit maintenant avec Sabrina Mercier-Hulorne du Parti québécois. Oui, donc, en fait, moi-même, j'ai 32 ans et j'aspire un jour à avoir des enfants sans devoir sacrifier ma carrière. Donc, malgré tout, je suis vraiment consciente des contraintes auxquelles font face les jeunes familles. J'imagine, entre autres, une mère monoparentale qui a déjà du mal à arriver puis qui, en plus, doit s'inquiéter pour payer des frais de garderie privés extrêmement élevés. Donc, c'est pour éviter une telle situation que le Parti québécois a mis sur pied le réseau des CPE en 1997. Donc, c'était vraiment pour donner une meilleure égalité des chances et permettre aux femmes d'accéder au marché du travail. C'est un modèle qui fait l'envie du monde entier. Malheureusement, on constate que les gouvernements libéraux successifs et puis maintenant la CAQ font surtout la promotion du modèle des garderies privées qui, contrairement au CPE, ont l'objectif d'engranger des profits. À l'opposé, le Parti québécois propose donc de mettre en place un réseau 100% CPE pour permettre à tous les enfants du Québec d'avoir accès à un réseau de qualité à un prix abordable. Donc, on veut que tous les enfants aient un accès garanti au CPE de la même façon qu'un accès garanti à l'école primaire. Pour réaliser ça, on veut que les 37 000 places qui sont actuellement en développement soient converties, deviennent des places en CPE. Et aussi, on veut que les 118 000 places qui sont actuellement offertes par des garderies privées soient converties en des places en CPE, tout en travaillant avec le ministère pour s'assurer de maintenir la grande qualité des services des CPE. Merci beaucoup. Alors, on voit déjà qu'il y a, en tout cas, une reconnaissance de la problématique. Alors, on continue avec M. Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec. Oui, alors, on voit très clairement qu'il y a un problème lorsque l'État est omniprésent et qu'il y a un interventionnisme à ne plus finir dans les activités de la société. Si on devait mettre ces 37 000 personnes qui sont en attente d'une place en garderie pour leur enfant dans une file, ça se rendrait probablement jusqu'au métro Vendôme et plus loin encore. C'est beaucoup de gens, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc nous, au Parti conservateur, nous avons pris la position qui est de donner le pouvoir à l'individu de bien choisir pour soi-même et pour sa famille. Alors, donc, on va donner 200 $ par semaine, par enfant, aux familles, pour qu'ils puissent choisir adéquatement quel type de garderie ils auront, CPE ou autre. On ne veut pas abolir le système, on veut tout simplement rendre la possibilité d'accéder plus facilement à une garderie. J'ai une petite cousine qui est prise de panique présentement parce qu'elle ne voit pas comment elle s'en sortira. Vous savez, on a 2 poupons par service de garde familiale sur 6 enfants. Et lorsqu'on cherche une place pour un poupon, c'est extrêmement difficile. Et c'est tout à fait à revoir au niveau de la manière du fonctionnement. Merci beaucoup. Alors, on termine ce tour de fauteuil avec Catherine Boundia du Parti libéral du Québec.
Oui, alors quelque chose que je n'ai pas dit dans l'introduction, c'est que moi, j'ai décidé de m'installer ici, dans le plateau Mont-Royal, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai vu que c'était le parti. Pour moi, c'était le quartier des familles. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et j'ai commencé à m'engager comme citoyenne en 2015, parce que justement, j'avais des enjeux de place en garderie pour ma deuxième fille. Et c'est comme ça que j'ai découvert un centre d'éducation populaire dans mon quartier. Alors, quand on parle des enjeux de famille, ce n'est pas simplement une question de chiffres. Il faut vraiment comprendre l'impact que ça peut avoir sur des familles, sur les femmes qui ont envie de retourner sur le marché du travail. Nous, au Parti libéral du Québec, nous, on veut garantir une place à 8,70 pour tous les enfants, parce qu'on pense que le droit à un service de garde, ça doit être un droit comme le droit à l'éducation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Bien sûr, il faut aussi revaloriser la profession. Les éducatrices, les éducateurs aussi en service de garde font des métiers difficiles. Ils s'occupent de nos enfants tous les jours. Ils nous permettent d'accéder au marché du travail. Et malheureusement, il y a une pénurie. Il y en a beaucoup qui sont tentés de délaisser ce milieu. Mais moi, je vais vous parler spécifiquement du plateau Mont-Royal, parce que moi, ça fait plusieurs mois que je suis sur le terrain pour rencontrer des organismes. J'ai rencontré des CPE. J'ai rencontré plusieurs CPE dans le quartier. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, là, mais il y a des CPE qui ont de la place. Donc, moi, je vais être députée de Mercier, je vais être députée sur le plateau Mont-Royal, parler des enjeux du plateau Mont-Royal avec les données du plateau Mont-Royal. Et ce n'est pas vrai qu'il y a des garderies qui ont des listes d'attente qui débordent, mais il y a aussi des garderies qui ont de la place. Alors, moi, je vais être une députée qui parle des enjeux, qui parle de la réalité d'ici. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui conclut cette première discussion sur les ménages et familles. On voit quand même que dans la lecture des problématiques, il y a plus de choses qui vous rapprochent que qui vous distinguent. D'après ça, c'est sur les propositions qu'il y a des différences. Alors maintenant, la question, on s'en va vers l'employabilité, un thème qui nous passionne tous et toutes. Alors, la question touchant l'employabilité sera lue par Maude Provost, qui est organisatrice communautaire chez Parrainage civique Montréal. Bonjour tout le monde. Donc, ma question sur l'emploi, ça commence avec le petit préambule suivant. La pénurie de main-d'œuvre affecte durement le marché. Si les organismes communautaires ont des missions complémentaires pour assurer le maintien du filet social, ils peinent à répondre à la demande en raison du roulement de personnel et du manque de main-d'œuvre. Alors, le milieu communautaire a une charge de travail importante. Les lois comme la loi 21 viennent freiner l'accès au marché du travail. Et donc, on avait la question, quelle est la position de votre parti face à la manque de main-d'œuvre et comment comptez-vous assurer une inclusion adaptée pour les employés? Je pense en particulier aux employés racisés et issus de la neurodiversité qui sont discriminés. On peut penser à la ADI et aussi à l'autisme, entre autres choses. Merci beaucoup. Alors, pour cette question sur l'employabilité, sur la pénurie de main-d'œuvre, on commence avec Phoebe Laplante du Parti québécois. Alors, pour la pénurie de main-d'œuvre, il y a certains partis actuellement qui pensent que c'est en amenant plus, en augmentant les seuils d'immigration, qu'on va régler la pénurie de main-d'œuvre. Mais c'est faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas longtemps, il y a l'économiste Pierre Fortin qui avait révélé dans une étude comme quoi l'hausse des seuils d'immigration allait concentrer une pression sur les services publics, entre autres. Donc, c'est pour cette raison-là que, par exemple, s'il y a des gens qui viennent ici puis ils ont besoin d'un service en garderie, ils ont besoin d'un CPE, ils ont besoin de services en santé, fait que ça va créer une demande qu'on ne peut pas remplir seulement par l'immigration. Donc, comment on peut agir? Entre autres, on voudrait ramener les personnes âgées sur le milieu du travail en échange, bien sûr, d'une allocation qui sera spécifiée. Et aussi, il y a aussi la réintroduction des personnes âgées dans le milieu du bénévolat. On pourra donner, entre autres, une allocation de 500 $ pour les gens qui font du bénévolat. Puis il y a aussi la valorisation du travail auprès des communautés LGBTQ+, que je pense qu'il est nécessaire parce qu'il y en a beaucoup qui sont discriminés sur le milieu du travail et c'est pour cette raison-là que par tous ces moyens-là qu'on peut agir directement pour pallier la pénurie de main-d'œuvre. Merci beaucoup pour le respect du temps. Alors, on donne maintenant la parole à Stéphane Marquis. Alors, c'est un ordre de super complexité, ce à quoi on fait face, parce qu'il y a, on le sait bien, un problème de démographie. Il y a une population vieillissante, moins de jeunes, et déjà, ça, c'est un problème en soi. Ensuite, nous avons cette terrible, on va dire,
brassage de notre population au cours des 3 dernières années, presque maintenant, où il y a eu une remise en question des postes que les gens occupaient. Il y a eu un exode de personnes qui sont allées travailler dans d'autres domaines ou qui sont carrément allées en région. Donc, il y a vraiment une crise. Donc, nous, vous savez, on n'est pas d'accord, par exemple, avec la loi 96 qui va encore davantage refermer la possibilité pour les gens de venir travailler et d'aider à développer l'économie. Il y a grande nécessité là, également donc, en fait, nous, notre parti, on va permettre aux personnes plus âgées qui sont encore en santé, qui ont entre 60 et 64 ans, on va leur donner un crédit d'impôt allant de 1 500 $ à 3 000, puis 60 ans et plus, qui veulent travailler encore, dynamique, on va leur donner un crédit qui va jusqu'à 5 000 $. Et nous allons véritablement stimuler l'économie en permettant l'accessibilité à l'emploi et en rassurant les gens qu'ils ne vont pas perdre leur emploi. Merci beaucoup. Rapidement. Oui. Alors, on passe maintenant la parole à Mme Catherine Bountia. Alors, moi, je vous remercie pour votre question, et puis surtout de préciser la question de pénurie de main-d'œuvre dans le communautaire versus dans le public, dans le privé. Souvent, le gouvernement va faire des annonces comme quoi ils ont comblé des postes, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils sont allés prendre des postes dans le communautaire parce que les salaires sont plus attractifs. Donc, c'est comme si on déshabillait Paul ou Jean, puis on habillait Jacques. Donc, c'est vraiment important à chaque fois de spécifier de quel milieu on parle. Écoutez, la pénurie de main-d'œuvre, l'immigration, ce n'est pas la solution facile. Puis je vais vous dire comment on en arrive à la question de l'immigration. Il y a 240 000 postes vacants au Québec. Et on pense qu'il va y avoir 100 000 chômeurs en moins. Donc si vous faites 240 000 moins 100 000, il reste quand même 140 000 emplois à combler. Donc la pénurie, ça a vraiment un frein sur notre économie. Ce n'est pas une bonne affaire, comme dit le Premier ministre. Puis moi, je ne parle pas de la pénurie de main-d'œuvre dans les restaurants qui sont contraints de fermer certains jours. C'est vrai que ça nous affecte un peu, mais bon. Moi, je parle vraiment de la pénurie de main-d'œuvre qui affecte la qualité de nos services sociaux, qui affecte dans nos systèmes dans le système de santé, dans le système d'éducation. Donc, c'est cette pénurie de main-d'œuvre qui ralentit notre économie et qui fait baisser la qualité de nos services. Donc, nous, comme solution, on veut déjà ramener les femmes sur le marché du travail. On a parlé tantôt des services de garde. On veut également favoriser le retour sur le marché des personnes aînées qui sont en mesure encore de travailler. Mais vous voyez que ça ne va pas suffire à combler les 144 000 emplois. Et c'est là que vient l'immigration. Et l'immigration, oui, ça emmène des enjeux, mais les immigrants ne sont pas une menace. Et il y a 3 éléments. Francisation. 3 éléments que je suis persuadé vous pourrez aborder dans une autre question. Je suis désolé, comme je l'ai dit, le DGEQ nous observe et nous juge. Alors, pour terminer ce tour de table, Mme Rubagazal. Quoi dire en 1 minute 30 seulement? Bien, merci pour la question. Tout d'abord, vous avez dit, par rapport à la question de la discrimination, nous, à Québec solidaire, on a voté contre le projet de loi 21 qui crée de la discrimination. Puis, c'est pas comme ça qu'on peut dire qu'on est une société laïque. La laïcité, nous sommes pour ça, mais c'est pas en discriminant les personnes issues de l'immigration. Pour ce qui est de la pénurie de la main-d'œuvre, c'est vrai qu'il y en a partout, dans tous les domaines. On va pouvoir parler tantôt des organismes communautaires. Mais à Québec solidaire, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un comité d'experts pour déterminer ça serait combien le nombre d'immigrants qu'on pourrait accueillir, entre 60 et 80 000, c'est ce qu'on a dit. Mais après ça, c'est pas juste une question de chiffres. Il pourra avoir un comité pour regarder ça. Maintenant, quand on a des immigrants qui viennent, c'est pas juste un immigrant, un emploi, puis c'est terminé, puis il reste ici. Pour s'intégrer, il faut qu'il y ait une vie aussi de famille qui soit riche, etc. Il faut qu'il s'intègre, un petit peu comme moi. Donc, on veut bonifier les programmes de francisation, accélérer la reconnaissance des diplômes. On veut aussi prioriser la régionalisation de l'immigration. Oui, les gens viennent beaucoup ici, puis c'est important, puis on en veut, mais aussi un peu partout au Québec, c'est important de les aider. Et ça, on le fait avec des carrefours locaux en immigration. Et il faut aussi aider les organismes communautaires parce que les organismes communautaires aident les personnes à s'intégrer dans la société, à se franciser. J'ai rencontré plein d'organismes, évidemment, je les connais, qui donnent notamment des cours de français. Voilà. Merci beaucoup. Puis, je me permettrai aussi quand même de rajouter quelque chose. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre dans le milieu communautaire, on sera tous et toutes d'accord que ça passe aussi par les conditions de travail que les organismes peuvent offrir, qui dépendent nécessairement du financement offert par le gouvernement. Alors, on poursuit maintenant avec
la justice. Pour cette question-là, pour la justice, ça va être Monsieur Stéphane Marquis qui va commencer à répondre. Alors, la question en lien avec la justice va être lue par Maude Provost, organisatrice encore communautaire chez Parrainage Civique Montréal. Bien, rebonjour tout le monde. Donc, le petit préambule pour cette question-là, c'est les organismes communautaires membres de la CDC du Plateau Montréal sont préoccupés par les enjeux de pauvreté, de répartition des richesses, les violences systémiques, la marginalisation de certaines populations et certains déterminants sociaux qui contribuent à la vulnérabilité de la population. Les organismes ont beaucoup de préoccupations concernant les violences vécues par les femmes, les personnes issues de la communauté LGBTQA+, S, et des personnes vivant avec un handicap social. Ici, on pense au handicap physique, mais aussi aux handicaps qui sont plus au niveau mental, les personnes avec des situations d'immigration, les personnes autochtones, métis, inuits, etc. Donc, la question est concrètement, comment est-ce que votre parti compte s'engager et reconnaître les violences, l'assimilation et la discrimination vécues par les différentes communautés? Et en particulier, ici, on va parler des communautés autochtones pour le temps limité. Monsieur Stéphane Marquis. La discrimination est inacceptable dans toutes conditions. Toute personne est inviolable, il a droit à son intégrité. On ne peut pas voir ça autrement. Pour ce qui est de la question des personnes qui sont d'origine autochtone, les Premières Nations, les Montagnais, les Abénaquis, les Mohawks, toute cette gamme de gens qui, en fait, on le remarque, il n'y en a pas une ici dans la salle ce soir, à moins que si elle est là, qu'elle lève la main. Il y a une problématique d'intégration civilisationnelle entre eux et nous. Et je pense que c'est important de considérer cela déjà lorsque l'on appréhende cette communauté. C'est une communauté qui, je crois, ancestralement, aura beaucoup entretenu cette idée de liberté. Puis on voit que c'est des gens qui préfèrent dormir dans la rue, dans des raccoins urbains, et au lieu de se laisser aller au va-et-vient des services sociaux qui leur sont offerts. C'est des gens très, très, très fiers. Puis je pense que ça vaudrait la peine de faire ce grand effort, là, de les rentrer dans notre... de partager avec eux une société pour un monde meilleur. Merci. Merci beaucoup. On poursuit avec Mme Catherine Bounja. Alors, juste un peu réagir. Je pense qu'il n'y a personne qui aime dormir dans la rue. Puis moi, j'ai lu le rapport de l'Ombudsman de Montréal qui était fait. Je ne vais pas parler de l'itinérance, là, mais il y a des éléments intéressants dans ce rapport-là. Puis je pense qu'il faut voir aussi tout le traumatisme que vivent ces gens avant de se retrouver dans la rue. Au niveau de la justice, en 2022, malheureusement, au Québec, l'accessibilité à la justice n'est pas la même pour tous, selon vos revenus, selon votre genre, selon que vous soyez une femme, selon que vous soyez issu d'une minorité ethnoculturelle, selon que vous soyez une personne autochtone. Vous n'avez pas droit à la même justice. Et nous, au Parti libéral, qu'est-ce qu'on veut faire dans la première année de notre mandat? Nous, on souhaite vraiment donner un plan d'action concret pour lutter contre le racisme systémique, parce qu'il y a des biais dans notre société. Il faut d'abord les nommer, il faut les reconnaître, et puis il faut travailler par rapport à cela. Par rapport aux communautés autochtones, ce qui se passe dans le Nord, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. En fait, ça ne sort pas beaucoup dans les médias, mais il y a vraiment une crise au niveau du système judiciaire. On est vraiment au bord d'une crise. Et nous, un gouvernement libéral, lui, va travailler. On va d'abord appliquer les recommandations du rapport Vien. On veut également ouvrir une enquête sur les pensionnats. On veut travailler avec les communautés autochtones. Nous, dans notre équipe libérale, nous avons un formidable candidat qui se présente dans Ungava, et j'espère vraiment qu'il sera le prochain député d'Ungava, parce qu'il a vécu, il a grandi en Nunavik, c'est qu'il va nous apporter vraiment et faire un vrai pont avec les communautés autochtones. Merci. Merci beaucoup. On poursuit avec Ruba Gazal. Oui, merci beaucoup. Il y a eu le rapport de la commission Vien. Toutes les recommandations n'ont pas été appliquées. Ça, c'est à la suite de tout le scandale qui a eu lieu avec les femmes autochtones tuées, assassinées et disparues. Il faut reconnaître le principe de Joyce, c'est ce que demandent les Autochtones, donc reconnaître le racisme systémique pour s'assurer que les personnes autochtones, quand elles vont faire appel aux services sociaux et de santé, qu'elles soient en confiance, ce qui n'est pas le cas du tout et ce n'est pas réglé.
Le 30 septembre, on a aussi demandé, malheureusement, ça a été refusé par la CAQ à Québec solidaire, que la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation soit un jour férié. Aussi favoriser donc l'accès au système de justice par et pour les Autochtones, de penser plus à un système de justice alternative et réparatrice, ça aussi, ou pour déjudiciariser le système de justice, là, où une autre chose importante aussi, toutes les interventions policières et le profilage racial, ça, il faut aussi intervenir. Puis à Québec solidaire, on a une proposition que les policiers, par exemple, les patrouilleurs, il y ait un patrouilleur, un policier, puis l'autre personne, bien, ce soit un intervenant psychosocial qui soit présent, parce que dans plein de quartiers, c'est presque un appel, en fait, plus de 30% là, des appels, là, j'ai oublié la statistique, mais la grande majorité, c'est pour, par exemple, des questions de santé mentale et tout ça. On va pouvoir aussi en parler dans une prochaine question. Merci. Merci. Je ne veux pas faire preuve de chauvisme, mais je n'ai pas le choix de parler de Longueuil en vous disant d'écouter ce que dit le directeur du service de police de l'agglomération de Longueuil, Fadi Daguerre, quelqu'un qui est inspirant. Voilà, je n'avais pas le choix de le nommer. Maintenant, on va parler d'environnement et de changement climatique. J'invite à l'avant... pardon? Oh, excusez-moi. Désolé, je suis trop rapide. Désolé. Alors, on va terminer ce tour de table avec Sabrina Mercier-Lorne du Parti québécois. Désolé. Merci. En fait, en guise de préambule sur la question autochtone, je tiens à réitérer que le Parti québécois veut vraiment s'engager sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones. Il y a beaucoup trop de politiciens qui se servent d'eux pour se faire du capital politique et pour se draper dans la vertu sans proposer quoi que ce soit de concret. Pendant ce temps-là, la loi sur les Indiens du fédéral, qui est extrêmement discriminatoire, est toujours en vigueur. En fait, le Parti québécois est d'avis qu'il reste beaucoup de chemin à faire dans la lutte au racisme et à la discrimination. On est vraiment concentré sur les solutions et on veut, entre autres, adopter le principe de sécurisation culturelle pour les Autochtones. Donc, on veut que ça se retrouve dans la loi sur les services de santé et les services sociaux, comme le recommandait la commission vient. La CAQ a eu 1000 occasions de l'adopter, mais se refuse toujours à le faire. Donc, on trouve que c'est vraiment important que les soins de santé soient donnés dans le respect de l'identité culturelle des patients. Et en fait, surtout, évidemment, le Parti québécois est un parti indépendantiste. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est fonder un nouveau pays avec eux. Qui va être basé sur de nouvelles bases dans le rejet du colonialisme et dans une relation d'égal à égal. Voilà. Merci. N'hésitez pas à me rappeler à l'ordre si jamais je vous oublie, mais cette fois-ci, je pense que le tour est complet. On va maintenant avec la question en environnement. Ça va être lu par M. Olivier Gourmand, représentant des citoyens et citoyennes de Anoul-Plateau. Bonsoir les jeunes, bonsoir les enfants, merci d'avoir amené vos parents. Lors de la consultation citoyenne de la semaine dernière, pas moins de 12 questions sur l'environnement sont ressorties. Il m'en faut trouver une. On va parler des îlots de chaleur. Les îlots de chaleur, là où il fait le plus chaud, c'est là où il y a le moins de verdure, d'arbres, de canopées. Et c'est aussi là où les revenus sont les plus faibles. Donc il y a un problème d'inégalité. La situation est particulièrement critique sur le plateau Montréal, en passant. Quel est votre plan provincial pour lutter contre les changements climatiques de manière équitable? Alors, pour cette question, on va commencer avec Mme Catherine Bunja. Merci pour votre question. Puis, je suis contente de commencer parce que nous, au Parti libéral du Québec, on pense que la crise climatique, c'est vraiment l'enjeu du 21e siècle. Et d'ailleurs, notre plateforme, chapitre 1, page 1, on parle du projet ECO. ECO, c'est, avec le projet ECO, on veut vraiment réconcilier l'économie et l'écologie et on veut miser sur notre ressource que nous avons le plus au Québec, c'est sur l'eau. Mais par rapport à votre question, les îlots de chaleur, je ne vais pas parler nécessairement du projet ECO, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous, l'environnement, on veut le mettre au cœur de notre prochain mandat. Si bien que la responsabilité de l'environnement, on ne veut pas qu'elle soit dans un ministère, on veut que la responsabilité de l'environnement soit de la responsabilité de la Première ministre, parce qu'on pense que l'environnement, ça touche tous les secteurs de la société. Par rapport aux îlots de chaleur, moi, je vais vous parler de l'engagement local que j'ai pris dans Mercier.
Moi, je souhaite voir créer en tout cas une maison de l'agriculture. On voit beaucoup d'organismes communautaires qui font des choses formidables, également au niveau de la municipalité qui finance énormément. Mais je pense qu'il est temps qu'il y ait un gouvernement provincial qui soit conscient de notre réalité. La densification urbaine, ce n'est pas une mode, comme l'a dit un ministre ou un député à la CAQ. Donc l'agriculture urbaine aussi, ce n'est pas un effet de mode. Ça va vraiment nous permettre de lutter contre l'insécurité alimentaire, de réduire les îlots de chaleur. Ça nous permet aussi de favoriser notre filet social parce qu'on voit, on peut parler avec ses voisins, on peut s'échanger des conseils et tout ça. Donc c'est un vrai besoin pour les gens de Mercier et je pense aussi pour les circonscriptions voisines. Merci beaucoup. On continue avec Ruba Gazal. Oui, nous, on a un engagement, on l'avait déjà présenté il y a longtemps, puis il est dans notre plateforme électorale pour réduire les îlots de chaleur. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un investissement dans des infrastructures urbaines, qu'il y ait 1% qui soit dédié au verdissement. Un peu partout, un peu comme on le fait pour l'art et la culture, bien, que ce soit pour les verdissements, pour augmenter la canopée et réduire les îlots de chaleur. Puis c'est très important quand on parle d'environnement, de parler de justice climatique ou de relier ça aussi aux inégalités sociales, pas juste de parler d'environnement comme on veut sauver la nature, parce que ceux qui payent le prix en premier lieu, ce sont souvent les personnes les moins bien nanties, les personnes plus riches vont avoir de l'air climatisé, etc. Donc, c'est important de lier les deux. Oui, c'est une bonne idée pour le développement aussi de l'agriculture urbaine. Dans notre cadre financier, on a aussi un montant pour encourager ça. Puis, il y a plein de beaux projets ici sur le plateau là, qui existent déjà, qui sont en cours. Je pense par exemple à la Maison d'Aurore, qui ont un jardin communautaire ou collectif. Puis, il existe aussi un projet, j'ai interpellé le ministre de l'Environnement, d'une ferme urbaine sur un terrain là, qui est un îlot de chaleur, un terrain abandonné à l'est de Lorimier. Et c'est une ferme urbaine. Tout le monde, tous les acteurs le veulent. Cégep de Victoriaville, le CIUS, le MAPAC, la CDC aussi, l'arrondissement. Tout le monde est d'accord, mais malheureusement, le ministère de l'Environnement bloque le projet. Et ça, c'est... faut le débloquer. Hein? Merci beaucoup. On va continuer avec Sabrina Mercier-Hulorne du Parti québécois. Oui, donc évidemment, on est d'avis que la crise climatique exige des actions concernées des gouvernements mondiaux, concertés, je veux dire, excusez-moi. En fait, en ce qui concerne les îlots de chaleur spécifiquement, nous aussi, on veut mettre fin aux îlots de chaleur en investissant 600 millions de dollars à cet égard. Aussi, plus largement, en ce qui concerne la lutte au changement climatique, on pense qu'il faut qu'on rende ça attrayant pour le citoyen de vraiment lutter contre le changement climatique. Donc, c'est pour ça qu'on a l'idée pour réduire les GES, de rendre le transport en commun plus accessible. Donc, on va investir massivement dans le réseau de transport en commun et on va offrir la passe climat qui est qui donne l'occasion d'avoir le transport intra-urbain, interurbain pour seulement 365 $ pour toute l'année, donc de manière illimitée. Et en fait, voilà, on veut aussi investir 1% des dépenses. Excusez-moi. 1% des dépenses en infrastructures qui soient affectées au verdissement des villes. Donc, ce qu'on propose, c'est 160 millions sur 10 ans. Merci beaucoup. Et pour clore sur la question environnementale et changement climatique, M. Stéphane Marquis. Quel sujet majeur. Est-ce que je peux avoir 1h30? OK. Bon, alors, écoutez, sérieusement, la Terre, la nature, la divinité, on n'a jamais peuplé notre Terre autant que nous le voyons aujourd'hui. Donc, bien évidemment, il y a de grandes craintes de l'impact que nous pouvons avoir sur elle. Mais il y a un danger. J'ai ouvert, moi, ma présentation en parlant du gros bon sens. Et il y a raison d'être éco-réaliste dans cette équation et pas être aux prises de peur démesurée. Et quand je dis ça, je veux dire, il faut être d'abord responsable de nos agissements. Pourquoi avons-nous accepté d'avoir du plexiglas à la tonne
pendant la pandémie, alors que nous savons que nos océans sont bourrés de plastique et qu'on met en danger l'écologie. Donc moi, avec le Parti conservateur, on se dit réaliste et on voudrait à l'abolition de la taxe carbone parce que, on le voit, tous ces objectifs que se donnent en grande pompe les gouvernements en place ne réalisent pas et ne parviennent pas à respecter leur engagement parce qu'il y a une réalité de terrain qu'il faut voir. Moi, je suis architecte et j'ai des projets où on me demande de verdir et c'est la première chose que je vois d'un bon œil. C'est très important d'intégrer la nature dans nos actions. Merci. Moi, il y a un jour, il y a ma fille qui est revenue de l'école, qui m'a regardé et qui m'a dit « Papa, en 2050, ça va être terminé. » Quand on entend ça comme parents, c'est frappant. Puis je pense que les prochaines générations qui nous suivent vont nous regarder puis vont nous tenir responsables des choix qu'on va avoir faits individuellement ou collectivement. La prochaine question concerne l'itinérance. C'est la question qui va venir clôturer cette première heure. Après ça, il y aura 1 heure de pause. Alors, je donne la parole à une... J'ai dit quoi? J'ai dit 1 heure, hein? Oui. Non, un 10 minutes. Un 10 minutes de pause. Alors, ça va être Valérie Doran, coordonnatrice du comité itinérance et agente de développement à la CDC Plateau-Mont-Royal. Merci. Donc, la question, c'est le préambule, pardon. Plusieurs préoccupations ont été formulées par les membres du comité itinérance et les organismes du plateau Mont-Royal œuvrant auprès des personnes en situation d'itinérance, les personnes à risque de le devenir et les personnes vulnérables. Notamment, le manque de services en santé et services sociaux sur le territoire, le phénomène de l'itinérance qui est en augmentation constante en raison de l'appauvrissement de la population, la crise du logement fait en sorte qu'il devient maintenant difficile, voire impossible d'offrir une place en logement à une personne se trouvant à la rue ou à risque de le devenir. Les projets de logement ne répondent pas aux besoins et les critères d'admissibilité tendent à nuire à la population itinérante. Et en plus d'être à la rue, en situation d'itinérance invisible ou à risque, ces personnes sont confrontées à un ensemble de violences, stigmas et traumas. Donc, la question est, si vous êtes élu le 3 octobre prochain, quelles seront vos propositions pour offrir des services en santé mentale accessibles à l'ensemble de la population, tout en prenant compte des réalités des personnes en situation d'itinérance? Madame Rubagazal. Merci beaucoup pour la question. C'est vraiment la santé mentale, c'est une question évidemment fondamentale et c'est le parent pauvre dans notre système de santé. Premièrement, on veut financer les organismes communautaires en santé mentale et à l'itinérance à la mission. Moi, c'est ma 4e campagne électorale, puis la première fois que je me suis présentée, c'était en 2007, puis on disait ça, les organismes communautaires dans tous les domaines doivent être financés à leur mission et non pas seulement par projet, puis qu'ils courent après chaque sou. Puis, on l'a dit tantôt, par exemple, il y a Plein Milieu, Oldbury, d'autres organismes comme ça qui ont besoin d'être compétitifs dans leur salaire pour avoir des travailleurs de rue qui soient présents sur le terrain avec les gens parce que les itinérants ne viendront pas vers nous. Il faut qu'on aille là où est-ce qu'ils sont puis les aider. Et ça, il faut être compétitif dans les salaires puis les conditions de travail. Puis de façon globale aussi, pour la santé mentale de tout le monde, après 2 ans de pandémie, on a aussi besoin d'une réponse collective. On ne peut pas dire à quelqu'un d'aller chercher dans son ventre toute la motivation, puis de prendre soin de lui ou avec une application comme le gouvernement nous l'a dit. Donc, conciliation travail-famille, plus de vacances, des jours de congé maladie, jours fériés, etc. Tout ça est dans notre cadre financier parce que c'est aussi pour les personnes dans les services publics. Lutte à la pauvreté, on va en parler tantôt. Accès public et gratuit aux soins de santé mentale. On a fait une sortie là-dessus. Embauche de 900 psychologues en améliorant toujours leurs conditions de travail. Merci. Merci beaucoup. Phébie Laplante, la parole est à vous. Alors, pour l'itinérance, j'ai pu le voir dans le centre-sud, j'ai pu le voir aussi sur le plateau Mont-Royal. Il y a un véritable problème. Et je pense qu'il faut le dénoncer, ce problème-là. C'est que l'itinérance est criante. Il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la misère, malheureusement, qui ont de la misère à se subvenir à leurs besoins en termes de nourriture, en termes de logement, en termes même de soins de santé. Donc, il faut aider cette population-là. Nous, ce qu'on propose, entre autres, il y a une tonne de psychologues, de spécialistes de la santé qui sont allés vers le privé. Nous, on veut les rapatrier vers le public en leur donnant aussi des meilleures conditions, des salaires qui sont compétitifs, bien entendu, pour rattraper un peu l'écart qu'on a pu creuser dans les dernières années au niveau de la qualité puis du salaire des spécialistes dans la santé.
Mais aussi, je pense qu'il faut absolument un service en psychothérapie universel. C'est super criant, c'est super urgent. Il faut absolument rendre essentiel les services en santé parce que autant manger, autant dormir, c'est nécessaire. Avoir un suivi en santé mentale. Puis ça, c'est pour toutes les communautés marginalisées, que ce soit de l'itinérance, que ce soit, bien sûr, du côté des femmes qui vivent dans la rue, malheureusement, ou des communautés LGBTQ+. Donc, il faut assurer un service qui est équitable pour tous et toutes. Merci beaucoup. Stéphane Marquet, du Parti conservateur du Québec. Nous, dans les premiers 100 jours d'un mandat au gouvernement, nous allons en fait procéder à un sommet sur la santé mentale. Les États sont imputables. Donc, le nôtre, il l'est. Et nous, au Parti conservateur, nous avions une voix contre ces mesures qui ont confiné et enfermé les gens pendant si longtemps et qui auront causé des dommages irrécupérables pour certaines personnes. Et il est vrai que maintenant, au mètre carré, dans le comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques, c'est terrible à voir, mais il y a de la détresse. Et moi, j'ai sillonné pratiquement toutes les rues du comté. Et ça doit cesser, ce genre de mépris qu'on a vis-à-vis de la population en exerçant sur eux des actions qui mettent en péril leur bien-être mental. On parle maintenant des enfants qui ont des tendances et des idées suicidaires. Les pédiatres le disent. Il y a des études qui montrent qu'un enfant sur 4 a des pensées suicidaires. Il y a vraiment un travail extraordinairement important à faire pour ramener le bon sens dans aussi cette activité-là. Il faut tenir imputable le gouvernement des actions qu'il prend. Merci beaucoup. Alors, pour clôturer cette prise de parole et avant la pause de 10 minutes, Mme Catherine Boundja du Parti libéral du Québec. Oui, alors, par rapport à votre question sur l'itinérance, moi, quand j'ai commencé à beaucoup m'intéresser à la politique et ce qui se passe dans notre quartier, je suis allée rencontrer ou j'ai parlé à des organismes communautaires. Parce que moi, j'aime les solutions et puis je voulais comprendre qu'est-ce qui bloque. Puis, ce que j'ai compris avec la question de l'itinérance, c'est qu'il y a plusieurs éléments autour de l'itinérance. Il y a la question du logement. Donc, il faut travailler avec les organismes, il faut créer plus de logements sociaux. Mais on a aussi les maisons de chambre qui sont pas vraiment du logement social, mais c'est un peu la dernière chance avant l'itinérance. Donc, il y a la question des maisons de chambre, je pense qu'il faut traiter en plus du logement social. Et moi, j'ai eu la chance de discuter avec un citoyen qui vivait vraiment, en tout cas, des choses assez surprenantes dans ces maisons-là dont on ne parle pas. Il y a la question de l'accès aux services sociaux, aux services de santé, donc la santé mentale. Nous, au Parti libéral du Québec, on veut fournir un accès universel à la santé mentale, mais en priorité aussi également pour les personnes qui vivent des situations d'itinérance. Et il y a un troisième aspect dont on ne parle pas. C'est la réinsertion sociale. Parce que qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que les personnes qui sont dans l'itinérance ou qui sortent de l'itinérance retournent dans cette spirale. Quand est-ce qu'on va parler de la réinsertion sociale? Moi, je suis allée rencontrer un organisme, le Fil d'Ariane, qui va proposer des cours, qui va proposer des formations, qui va travailler avec certaines entreprises du quartier qui veulent accueillir des stagiaires qui ont des enjeux de santé mentale. Ça, il faut en parler de la réinsertion sociale. On ne veut pas envenimer la spirale, en fait. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de vos interventions. Merci aussi pour le respect du temps qui vous est alloué. Alors, on prend une pause, non pas d'1 heure, mais de 10 minutes. Et au retour, on va parler d'aménagement du territoire et d'habitation. À tout de suite. Alors, bonsoir tout le monde. On va reprendre la 2e heure de ce débat. J'ai créé un instant de panique à la console. J'avais fermé mon micro. Alors, je rappelle à tous les candidats et candidates de ne pas fermer votre micro si vous voulez prendre soin de la personne à la console. Alors, pour la prochaine heure, pour la prochaine question qui va concerner l'aménagement et l'habitation, je rappelle qu'on va commencer avec Phoebe Laplante du Parti québécois. Ça va être suivi de Stéphane Marquet du Parti conservateur du Québec, de Catherine Boundja du Parti libéral du Québec et pour conclure, Ruba Gazal de Québec solidaire. Alors, en aménagement et habitation, on a droit à 2 questions.
La première question, qui concerne l'accès au logement, va être lue par Annie Legault, qui est membre du comité Habitation et Aménagement, le CHA, de la CDC Plateau Mont-Royal et organisatrice au comité du logement du Plateau Mont-Royal, CLP-MR. La parole est à vous. Merci. D'ailleurs, je m'excuse à l'avance pour la longueur de nos considérants. Considérant que jusqu'à la fin de son premier mandat, le gouvernement caquiste a nié l'existence d'une crise du logement qui s'est abattue dans la plupart des villes comme Montréal, faisant exploser le prix des loyers et mettant les locataires les plus pauvres à risque d'itinérance. Considérant que le logement social semble avoir disparu du discours des candidats et candidates au profit du logement dit abordable, considérant que le logement social a été réduit simplement au HLM et au supplément au loyer, donc le PSL là, à 25 % de son revenu, sachant très bien qu'aucun HLM n'a été construit depuis 1994, considérant que le gouvernement actuel a également jeté la hache de guerre dans l'avenir d'Accès Logis, un programme ayant fait les preuves de son importance depuis plusieurs années, notamment dans la construction de logements sociaux comme les coopératives d'habitation et les OBNL d'habitation, afin de le remplacer par le FAC, un programme de subvention accessible aux promoteurs privés à but lucratif permettant de réaliser des logements, encore une fois, dits abordables. Ces logements qui ne répondront pas aux besoins des ménages les plus pauvres, contrairement au logement social. Et finalement, considérant que le FAC et les initiatives commandées n'ont pas l'obligation de réserver une partie des logements produits pour des ménages à faible revenu et qu'aucune unité de supplément au loyer, donc le PSL, ne leur est d'ailleurs réservée. Comment votre parti s'engage-t-il à aider les 200 000 ménages qui doivent consacrer 50 % ou plus de leurs revenus pour se loger si les nouveaux programmes annoncés par la CAQ ne peuvent y répondre et que le programme Accès Logis est vraisemblablement abandonné? Alors, on va commencer par Phoebe Laplante. Je rappelle que vous avez 90 secondes. Parfait. Alors, on a plusieurs mesures à mettre de l'avant pour le logement, parce qu'il n'y a pas juste une solution pour trouver des logements sociaux et non abordables, bien entendu. Donc, nous, au Parti québécois, on veut d'abord faire construire 5 000 logements sociaux par an sur une période de 5 ans, donc un total de 25 000 logements sociaux. On veut aussi entamer la construction de 10 000 logements qui sont en attente depuis quelques années suite à des promesses libérales et caquistes. Donc, on va assurer le chantier le plus rapidement possible. Il y a aussi la question d'instaurer un registre des logements. Actuellement, si vous êtes locataire, vous ne pouvez pas connaître l'ancien prix que les anciens locataires payaient. Donc, le propriétaire peut augmenter à sa guise le logement et vous pouvez ne pas être au courant du prix que vous payez puis de l'augmentation, entre autres. Donc, notre but, c'est de permettre d'avoir accès à cette information-là pour tous les citoyens parce que chaque citoyen devrait payer justement le montant qu'ils doivent. Et il y a aussi de retirer les Airbnb du territoire québécois parce qu'actuellement, les Airbnb prennent des logements aux résidents de Sainte-Marie-Saint-Jacques, d'aussi du plateau Mont-Royal. Donc, il faut retirer les Airbnb pendant une certaine période. Et lorsque, oui, il y aura lorsqu'il y aura un taux d'inoccupation plus bas, bien là, on pourra les remettre puis mettre des mesures restrictives pour encadrer l'Airbnb. Donc, voici nos mesures. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant avec Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec. Depuis plus d'un siècle, au moins, on se targue en Occident d'avoir un modèle social qui ne dépend pas entièrement de l'État, comme on pourrait retrouver, par exemple, en Corée du Nord ou en Union soviétique. Et ça a permis qu'on ait quand même une société extrêmement agréable. Nous avons, oui, bien sûr, des problématiques. Et nous, au Parti conservateur du Québec, ce que l'on préconise, c'est qu'il y a un partenariat qui doit exister entre ceux qui génèrent dans le privé du potentiel d'habitation, des entrepreneurs, des gens qui prennent des risques et ceux qui ont besoin de se loger. Et bien entendu, de trouver le juste milieu n'est pas toujours très simple. On s'entend, c'est clair. Maintenant, nous allons, nous, plutôt que d'investir dans le béton et de nourrir davantage l'État
qui va administrer des grands projets HLM, plutôt de profiter du parc de logements qui existe déjà. Donc, nous allons fournir des allocations aux personnes pour qu'ils puissent accéder à un loyer plus intéressant. Et oui, les Airbnb sont vraiment parasitaires, je dois le reconnaître. Merci beaucoup. Quand on parle de risque, j'ai aussi envie de parler du risque du locataire qui doit signer un bail. On ne sait jamais sur quel propriétaire on va tomber. Alors, on poursuit avec Catherine Boundja du Parti libéral du Québec. Le préambule, tandis que je pense que vous avez cité énormément d'éléments, et puis surtout le programme Accès Logique, qui a été quand même un programme qui a été insufflé par les libéraux, qui fonctionnait, qui n'était pas parfait, mais qui permettait quand même, on n'atteignait pas nécessairement tous les chiffres, là, les objectifs de 5 000, mais ça permettait quand même de créer 4 000 logements par année, ce programme qui était scrappé par la CAQ. Donc nous, si on revient au pouvoir, on va déjà rétablir le programme Accès Logique, et surtout, on va également développer, bonifier, en priorisant les aînés, en priorisant les étudiants, en priorisant les personnes itinérantes. Donc, vraiment s'assurer de continuer à garder les programmes qui fonctionnent. Par rapport au logement en général, écoutez, moi, je me baladais dans le quartier et puis j'ai vu une annonce qui dit « Maison de ville à seulement 899 000 $. Écoutez, je pense qu'il suffit de voir ce type d'annonce-là. Si on a un gouvernement qui ne reconnaît pas la crise du logement, j'ai été vraiment choquée de voir ce genre d'annonce. Donc, il faut vraiment aider les personnes qui en tout cas, ça m'a... je ne reviens même pas sur ça. Mais nous, ici, à Montréal, sur le plateau, on a un enjeu de densification, on a un enjeu de rareté on a un enjeu de rareté du terrain. Donc, on ne veut pas construire des logements, on n'a pas beaucoup de logements, donc il faut vraiment miser sur la densification urbaine. Et voilà, je vais juste laisser le temps. Voilà, on voit le carton rouge qui arrive. Alors, on poursuit maintenant avec Ruba Gazal de Québec solidaire. Merci beaucoup. Moi, dans mon porte-à-porte, quand je parle avec les gens, c'est l'enjeu dont les gens me parlent le plus. Ils le vivent eux-mêmes dans leur quotidien. Puis si le privé fonctionnait, on le saurait. On a laissé aller le privé, puis ça a fait en sorte que le marché est contrôlé par des propriétaires sans foi ni loi. On l'a vu avec le manoir La Fontaine, 90 logements. Les gens, il faut qu'ils se tiennent debout pour aller contester en cours. Le Mont-Carmel, des personnes âgées. On a tout un plan pour interdire la perte de RPA qui sont vendus à des propriétaires. Ça ne peut pas être autre chose que des RPA. Ce qu'on propose, c'est construire 50 000 logements sociaux à terme, 35 000 dans un premier mandat de 4 ans, contrôle obligatoire des loyers avec un registre des loyers. On veut aussi améliorer la protection des locataires contre les rénovictions, interdire donc les rénovictions. Moi, c'est la grande majorité, là, même avant la pandémie, 80% des appels que je recevais, c'est des gens qui étaient évincés sans raison. Lutte à la spéculation immobilière, taxer. Oui, Québec solidaire veut taxer. Les investisseurs étrangers. On veut taxer les locaux, les loyers vacants. Il y a des logements, des fois, qui sont vacants, puis le propriétaire ne les loue pas ou veut les louer très, très cher. Accès à la propriété aussi. 10 000 maisons en fiducie foncière communautaire. Ça existe ailleurs. Ça a été même souligné par un journaliste économiste pour dire que c'est une bonne chose à essayer. Airbnb, mettre au pas Airbnb. J'ai interpellé la ministre du Tourisme là-dessus plusieurs fois. Merci. Alors, effectivement, l'habitation, c'est quelque chose de central. C'est pour ça qu'on a droit à une deuxième question. La question va être posée par Nathan McDonald, qui est membre du comité Habitation et Aménagement de la CDC Plateau Mont-Royal, qui est aussi membre du comité citoyen de Melton Park et de la communauté Saint-Urbain. Monsieur? Merci beaucoup. Donc, ma question, c'est... L'autre côté, c'est ça? Ouais. Merci. Donc, ma question, c'est avec tous les enjeux, qui ont été expliqués tantôt, tels que le manque de logement, le manque de services en santé et services sociaux, ainsi que les services communautaires, les sites hospitaliers excédentaires, tels que le hôtel, et j'ai un petit
bégaiement, c'est pour ça. Le Hôtel Dieu, le Royal Victoria, l'Institut des Sourds et l'hôpital de la Miséricorde. On veut qu'ils soient utilisés pour répondre qu'ils seront utilisés pour la communauté. Donc, comment, pour éviter que ce site soit abandonné ou privatisé, quels sont vos engagements à propos de ces 4 sites hospitaliers? Merci. Merci pour votre question. Puis oui, la main d'applaudissement est tout à fait appropriée. Alors, on commence les réponses avec M. Stéphane Marquis. Oui, l'ancien hôpital, les couvents des Sœurs de Miséricorde, c'est un ensemble et un complexe architectural majeur dans notre comté de Sainte-Marie-Saint-Jacques et qui est complètement désaffecté. Il y aurait, selon moi, beaucoup à faire là pour améliorer l'offre de logement sur Sainte-Marie-Saint-Jacques et pour l'île de Montréal, évidemment. Il y aurait des gens qui viendraient de partout. Quelle formule est-ce que ce développement prendrait? C'est quelque chose qui est à explorer parce que c'est beaucoup d'unités. Est-ce qu'on pourrait faire là un partenariat public-privé aussi pour rendre possible cet aménagement? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura, bien entendu, des nécessités de ressources financières pour faire ces projets-là. Et quand on fait le cumul de tout ce que l'on vise à faire, à moins que l'on souhaite que nos impôts augmentent encore davantage, il faudra donner au secteur privé du potentiel de partenariat dans le développement de ces projets. Puis ça peut se faire de manière très efficace. On l'a vu, les partenariats publics-privés dans les institutions montréalaises, certaines d'entre elles. Merci beaucoup. On poursuit avec Catherine Bunja. Oui. Concernant la question des sites excédentaires, puis particulièrement l'Hôtel-Dieu, c'est le Parti libéral. Le bâtiment était vétuste, ne pouvait plus permettre d'accueillir les services de santé. Donc, on a été à l'origine du déplacement là, du nouveau CHUM. Puis, moi, je pense que quand on parle de ces projets de transformation, il ne faut pas les bloquer. On a certains groupes qui ont essayé de bloquer ce projet. Pourtant, on le voit, là, le CHUM, c'est près de 90% de taux de satisfaction. Donc, c'était quelque chose qui était nécessaire. Mais il n'a jamais été question d'abandonner ce site. Et d'ailleurs, on travaille, on souhaite qu'il soit rénové. On aime beaucoup le projet qui est présenté par le CSU, qui permet de conserver la dimension sociale et humanitaire et aussi qui va proposer aussi des services de santé, qui va garder vraiment la vocation de ce site-là. Je pourrais parler de l'Institut des sourds-muettes. C'est sûr qu'un gouvernement provincial n'est pas très impliqué vu que ça a été acheté par la ville, mais c'est certain qu'on va soutenir ce projet. Il y a de la place pour du logement social, du logement étudiant, des places en service de garde. Donc, un peu dans cette philosophie-là, le Parti libéral est en phase avec ça. Merci beaucoup. Et on conclut pas. On poursuit avec Ruba Gazal. Oui, merci. Donc, récemment, j'ai interpellé avec Manon Mancé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, et Andrés Fontecilla, qui est notre responsable des dossiers logement, la ministre Lebel, qui est responsable de la SQI, la Société québécoise des infrastructures, concernant 2 bâtiments excédentaires, l'Institut des sourds et muettes, l'ancien hôpital de la Miséricorde, qui est sur René-Lévesque. Et ce que ça faisait, c'est appuyer ce que la Ville de Montréal demandait pour ces bâtiments, qu'il y ait du logement social, pour les familles, pour la communauté sourde et muette, c'est important aussi. Logement étudiant, des studios pour la Maison du Père, préservation d'un CPE, etc. Et donc, on va continuer à mettre de la pression sur ça et on va les avoir à l'œil, le gouvernement, à moins que ce soit nous. Ça va être différencié. Nous sommes élus. Et il y a aussi le CSU. La semaine passée, j'étais là, le comité Saint-Urbain.
Et j'étais présente pour dire que j'appuyais le projet qui était là, vous étiez là aussi, il y a toute la valeur, la mise en valeur du patrimoine, mais il y a aussi toute la question, on parlait des îlots de chaleur. Dans le projet que j'ai regardé, il va y avoir des logements, des maisons de chambre aussi pour les personnes itinérantes, mais il y a beaucoup, beaucoup de stationnement. C'est un site immense, donc verdissement, puis quand on regarde de quoi ça a l'air versus ce qui est proposé, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est important, c'est qu'on n'arrive pas puis qu'on dise voici ce qu'on doit faire avec ces bâtiments, mais la communauté est engagée, elle est présente, il faut répondre à ce qu'elle nous dit, puis travailler avec la communauté. Et ça, c'est très, très important de le faire en concertation. Voilà, merci. Merci. Pour clôturer la discussion sur l'habitation et le logement social, je cède la parole à Sabrina Mercier-Hulorne du Parti québécois. Oui, donc à l'avenant de Québec solidaire, nous aussi, on pense que ça ne devrait pas se retrouver dans les mains du privé. Nous, on s'engage justement à ce que ça ait cette vocation-là qu'il devrait avoir, donc redonner à la communauté. Donc, on peut faire plein de choses, construire des logements sociaux, des espaces communautaires, des logements en général. En fait, justement, on a défendu, on s'est battu pour que le Royal Victoria ne soit pas vendu à McGill. Donc, on a l'occasion de collectivement bien faire les choses. Puis d'ailleurs, ça a été fait, le bâtiment a déjà été utilisé en urgence comme refuge pour les personnes sans abri. Donc, c'est vraiment... voilà, donc à l'avenant, je pense qu'on a vraiment une belle occasion là, de vraiment faire quelque chose de bien. Donc voilà, j'espère qu'on va aller dans cette voie-là. Merci beaucoup. Alors, on va maintenant aborder la question de la sécurité alimentaire. La question va être lue par Anne Mitchell, qui est membre du comité sécurité alimentaire de la CDC Plateau-Mont-Royal. Elle est aussi secrétaire de la table Alliance Troisième Âge et coordonnatrice des activités communautaires ainsi que du volet aîné au centre du plateau. Les organismes qui œuvrent en sécurité alimentaire offrent des services de première ligne et sont une porte d'entrée vers les différentes ressources du milieu communautaire. Dans le contexte économique et social actuel, la détresse des populations vulnérables est de plus en plus visible. Les visages de la pauvreté changent. Par exemple, maintenant, même les gens ayant un revenu moyen doivent avoir recours aux banques alimentaires pour arriver à se nourrir. La question, êtes-vous en faveur d'un revenu minimum garanti permettant à toute la population de subvenir à ses besoins de base? Pour commencer la discussion, ça va être Mme Catherine Bounja du Parti libéral du Québec. C'est certain qu'on est pour une revalorisation des revenus. Puis il faut qu'il y ait des discussions pour savoir. Il ne faut pas faire un dialogue, un débat de chiffres, là, mais c'est certain qu'on a besoin de revaloriser les revenus. Le coût de la vie coûte plus cher. Puis il y a une chose qui n'augmente pas, ce sont les salaires des Québécois et des Québécoises. Donc c'est certain qu'on va être en faveur de ça. Par rapport à la sécurité alimentaire, on l'a vu pendant la pandémie, qu'est-ce qui nous a le plus préoccupé? C'est l'accès à l'aliment. On a vraiment vu à quel point on est vraiment tissé serré là, par rapport à notre chaîne bioalimentaire. Puis moi, quand j'ai voulu faire du bénévolat comme plusieurs Québécois et Québécoises, je me suis dit, cette question de la sécurité alimentaire est venue me chercher. Puis je suis allée donner du temps pour aller aider à transporter des banques des aliments. Et comme beaucoup de personnes, moi, je pensais que c'était vraiment les personnes les plus vulnérables des plus vulnérables. Puis on m'a dit non, Catherine, il y a des dizaines, des trentaines de familles qui comptent sur ça. Donc, il faut briser ce cliché que la question de la sécurité alimentaire, c'est seulement les personnes les plus vulnérables. Maintenant, ça touche même la classe moyenne. Et c'est vraiment important de parler de cet enjeu, de financer davantage les organismes communautaires, mais aussi des projets aussi comme l'agriculture urbaine qui permettent aussi d'amener une certaine aussi dignité humaine. D'ailleurs, souvent, la banque alimentaire, souvent, c'est pas des produits, c'est souvent des produits industriels. Moi, je trouve quand même c'est plus le fun de travailler à faire produire ses propres aliments. Il y a une certaine dignité, un rapport avec la terre. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec Ruba Gazal de Québec solidaire. Oui, donc pour répondre plus précisément à la question, à Québec solidaire, on est en faveur qu'il y ait un projet pilote de revenu minimum garanti, même au début de la pandémie, juste avant
que Trudeau mette en place la PCU. On avait proposé qu'il y ait une sorte, je ne me rappelle pas comment on l'a appelé, là, mais une mesure temporaire, là, puis c'était à peu près ça qu'on mettait le même montant, là, qui était de 2 000 parce que les gens, ils perdaient leur emploi, puis c'était vraiment urgent. Puis pour nous, la lutte à la pauvreté, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent au salaire minimum à temps plein, même un couple qui ont besoin d'aller compléter avec des banques alimentaires. Donc, les mesures de réduire l'écart des richesses, M. Legault parle beaucoup de l'écart de richesse avec l'Ontario. Nous, on a d'autres obsessions, c'est l'écart de richesse entre les Québécois. Donc, on a parlé pour le logement, qui accapare une grande partie du budget des familles, détaxer, hein, pour une rare fois qu'on dit tout le temps taxer à Québec solidaire. Là, on enlève la TVQ de façon temporaire jusqu'à ce que l'inflation se stabilise sur beaucoup de produits. La nourriture achetée dans les restaurants aussi pour les restaurateurs, là, les commerces locaux, les médicaments sans prescription, les produits de pharmacie, etc. Puis ça permet à une économie de 1 109 $ par ménage en 2023. Salaire minimum à 18 $ de l'heure. Absolument important. Les prestataires de l'aide sociale, on n'en parle pas. On dirait qu'ils n'existent pas pendant cette campagne. On veut, avec un chèque là, qu'ils reçoivent en ce moment, ils ne peuvent pas vivre, donc on veut bonifier ça, c'est dans notre cadre financier. Réduire les tarifs des transports collectifs de 50 %, bonifier le régime des rentes du Québec, etc., etc., etc. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec Sabrina Mercier-Hulorne du Parti québécois. Oui, donc, comme on l'a souligné au début, en fait, la pauvreté gagne du terrain, même chez la classe moyenne. Donc, la sécurité alimentaire, c'est intimement lié au pouvoir d'achat des citoyens. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont prises à la gorge en raison de l'inflation et l'augmentation du panier d'épicerie. Donc, on doit mettre en œuvre des mesures maintenant. Puis c'est pour ça qu'on propose le versement d'une allocation immédiate, donc versement de 1 200 $ pour les personnes qui ont un revenu inférieur à 50 000 et une somme de 750 $ pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 80 000 par année. On propose aussi de doubler le crédit pour la solidarité, donc qui sera modulé en fonction du revenu. Aussi, la sécurité alimentaire, c'est non seulement une question d'accès, mais c'est aussi la qualité des aliments. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est encourager beaucoup l'agriculture bio, donc de bannir les pesticides et les herbicides qui sont hyper dangereux pour la santé humaine et pour les abeilles qui sont nécessaires à la pollinisation. Donc, on veut que, dans une approche plus globale, on veut que les Québécois aient une meilleure... c'est ça, qui consomment au minimum 50 % d'aliments sains et diversifiés qui proviennent du Québec. Donc, voilà. Merci beaucoup. Pour clôturer cette discussion sur la sécurité alimentaire, Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec. Oui, il faut manger. C'est bien sûr fondamental. Nous ne sommes pas, par contre, pour un revenu minimum garanti, pour la simple et unique raison que c'est prendre le problème à l'envers. Nous avons vu, et nous aimerions bien voir la CAQ présente à ce débat pour qu'elle puisse nous expliquer pourquoi elle a rendu autant de gens sans revenus parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à des décisions que l'État a prises à leur égard. Ça a complètement bouleversé notre société. Oui, bien sûr, il y aura toujours de l'indigence et de la difficulté, et il faut des filets sociaux, et il faut des organismes comme ceux du Resto Plateau, puis Groupe Ressources du Plateau Mont-Royal. Nous encourageons cela, bien certainement, mais il ne faudrait pas développer une économie de la misère. Une personne est heureuse et fière lorsqu'elle accomplit le fruit de son travail. Si le gouvernement lui donne un montant d'argent pour assurer une suite sans souci, il y aura des conséquences à ça. Les êtres humains ne sont pas faits comme ça. Ça s'effondre. L'Union soviétique nous en fait la démonstration.
Merci beaucoup. J'aimerais juste en profiter pour souligner le travail extraordinaire des moissons à travers le Québec, Moissons Montréal, pour doter les banques alimentaires d'aliments qui sont sains, qui sont diversifiés. Je pense qu'on est loin de l'époque où les banques alimentaires, tout ce qu'ils distribuaient, c'était des cannes de conserve. Là. Fait que chapeau aux moissons. C'est le dernier sujet de notre discussion avant de passer aux questions des citoyens. Le sujet du communautaire, celui qu'on attendait tous avec impatience, en tout cas moi. Alors, la question concernant les préoccupations des organismes communautaires va être lue, encore une fois, par Anne Mitchell, qui a plusieurs chapeaux. Je vais vous les rappeler. Elle est membre du comité sécurité alimentaire de la CDC Plateau-Mont-Royal, est secrétaire de la table Alliance Troisième âge et aussi coordonnatrice des activités communautaires et du volet aîné au centre du plateau. Chapeau pour vos implications. L'effritement du système de santé et des services sociaux fait en sorte que la pression s'accroît sans cesse sur nos organismes. Nous œuvrons auprès des populations les plus vulnérables avec des ressources limitées. Bien que nos travailleurs et travailleuses soient professionnalisés, les salaires offerts dans nos organismes ne sont pas à la hauteur de leur formation et de leurs compétences. Comme partout ailleurs, nous subissons les effets de la pénurie de main-d'œuvre et nos salaires peu compétitifs ne permettent pas la rétention des employés. Votre parti s'engage-t-il à rehausser le financement à la mission des organismes communautaires afin de leur permettre d'offrir de meilleures conditions de travail à leurs travailleurs et travailleuses? Alors, on commence avec Ruba Gazal de Québec solidaire. Absolument. Je l'ai dit tantôt, là, financement à la mission, 200, dans notre cadre financier, c'est 292 millions de dollars par année. Et il y a eu un projet de loi du gouvernement pour réduire, comme dit la droite, la paperasserie pour les entreprises privées. Mais malheureusement, on ne le fait pas pour le communautaire qui passe son temps à remplir 56 000 formulaires pour chaque sou. S'il y a des gens qui ont prouvé à quel point ils savent gérer chaque sou et chaque fonds de tiroir, ben, c'est bien les organismes communautaires. Et le gouvernement a découvert à quel point il avait besoin des organismes communautaires qui ne sont pas des sous-traitants du gouvernement. Ils ont leur propre autonomie. Et nous, à Québec solidaire, pour nous, c'est très important de respecter cette autonomie. Et donc, il faut le reconnaître, pas juste dans les paroles, tout le monde est pour la tarte aux pommes, il faut aussi le reconnaître avec l'argent. Il y a eu une grève historique de février dernier des RQAK, donc du Réseau québécois de l'Action communautaire autonome. On l'a appuyé. Moi, je me rappelle, c'était à Montréal, puis aussi quand j'étais à Québec, j'ai marché avec les gens quand ils sont allés à Québec devant l'Assemblée nationale. Il y a aussi les maisons de jeunes. J'ai appuyé aussi le regroupement des maisons de jeunes du Québec dans leur mobilisation plus pour nos ados. Il y a plein d'organismes communautaires qui font un travail incroyable sans lequel la société ne peut pas fonctionner. Et ça, il faut le reconnaître avec l'argent. Puis je vous invite à faire d'autres grèves, peu importe qui va être au gouvernement. C'est important de faire entendre votre voix constamment. Puis je le sais que vous le faites de toute façon. Bien, pour ceux et celles qui nous écouteraient, il y a effectivement une manifestation à Montréal le 29 novembre prochain concernant la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». Alors voilà, soyez présents en grand nombre à 13h30 au Carré Vigée. Alors, on poursuit avec Phébie Laplante du Parti québécois. Les intervenants dans le communautaire sont très importants pour intervenir auprès des communautés marginalisées, que ce soit de l'itinérance, que ce soit de la communauté LGBTQ+, que ce soit pour d'autres organisations. Et dans le fond, pourquoi c'est important de les financer? Parce qu'ils ont un gros manque de financement actuellement. On peut penser à Interjeunes, exactement, qui est Interligne, je veux dire, excusez-moi, Interligne, qui est sur le bord de la faillite parce qu'il manque de financement. Et la CAQ refuse, entre autres, de leur donner du refinancement. Ça fait 1 an et demi qu'ils sont en quête de 300 000 $ et d'ici le 15 novembre prochain, ils doivent fermer leur ligne de nuit, ce qui est très important parce que c'est un groupe communautaire qui sauve 35 000 vies par année. Donc, c'est important d'investir auprès des groupes communautaires. Nous, ce qu'on propose, c'est l'investissement de 460 millions de dollars à la mission par année. Ça, c'est super important. Et bien ça aussi, comme le disait Ruba, on veut éviter aussi plus de paperasserie au niveau du communautaire parce que justement,
ça met des barrières très bureaucratiques. Puis je pense qu'il faut le plus rapidement possible intervenir dans nos groupes communautaires, puis dans notre population, parce que c'est super urgent. Puis voilà. C'est maintenant au tour de M. Stéphane Marquis, du Parti conservateur du Québec. Il faut célébrer le travail que vous faites dans les organismes qui viennent en aide auprès des personnes en détresse et en besoin. Et bien entendu, puisque la situation s'est aggravée au Québec et à Montréal, on doit envisager un financement additionnel pour venir à la rescousse. Mais j'ose espérer que dans cette prédisposition qu'ont les organismes vis-à-vis de la pauvreté, qu'elle souhaite qu'elle soit réduite et non pas agrandie. Donc, ce qui dit réduction dira évidemment moins de revenus requis pour venir en aide à ces gens. Et moi, je suis le premier à dire qu'il faut avoir une présence citoyenne pour aider son prochain. Mais là, pourquoi ne pas envisager, par exemple, un service citoyen d'une année où on gagne un salaire acceptable, modique, mais qui permet de venir en aide à notre communauté et essayer d'améliorer la situation véritablement pour qu'on vienne qu'à se départir de ce problème. Comme je vous disais tout tantôt, je ne crois pas que c'est une bonne idée d'aller dans une économie de la misère. Merci beaucoup. Et on conclut avec Mme Catherine Boundja du Parti libéral du Québec. J'ai terminé, et j'ai commencé et je conclus, c'est bien. Écoutez, on a besoin du communautaire. C'est pas quelque chose là d'inatteignable. On a besoin du communautaire. Puis moi, je sais le travail que vous faites parce que j'ai été membre d'un CA. Et puis je comprends même pas que année après année, les gens du milieu communautaire, qu'on ait à marcher dans la rue pour demander plus de financement. Moi, j'ai marché à l'engagement. À la dernière marche là, pour l'engagement communautaire et je prends note pour la prochaine marche. Mais je pense que 460 millions qu'on demande, ce n'est pas grand-chose quand on regarde à l'échelle du cadre financier d'un gouvernement. Et ce que fait le milieu communautaire, ça sauve des vies. Ce n'est pas un financement, c'est vraiment un investissement dans notre société. Ça va permettre de sauver des personnes qui vont être au bord de peut-être pour l'itinérance, des questions de santé mentale. Donc, je pense que c'est important d'avoir un gouvernement qui soit conscient de la réalité et pas qui prenne des décisions dans une tour au 33e étage à Québec, qui soit vraiment présent sur le terrain. Puis moi, je vais vraiment porter vos revendications. Il y en a plusieurs, c'est sur le financement, mais il y a aussi l'autonomie. On demande beaucoup d'autonomie. Les gens qui sont dans ces milieux-là, vous êtes formés, vous êtes professionnels, vous savez de quoi vous avez besoin. Vous avez simplement besoin qu'on vous entende et qu'on vous donne les moyens de mettre en application vos projets. Et la dernière chose dont je veux parler, je pense que des collègues en ont parlé, c'est vraiment la revalorisation de ces professions pour que les personnes qui travaillent dans le milieu communautaire puissent aussi faire des belles carrières dans le communautaire et ne pas quitter parce que pour les avantages. Merci. Si vous me permettez de vous partager un petit quelque chose, parce que c'est quand même un sujet qui m'intéresse particulièrement. Quand on parle du financement des groupes communautaires, on pense souvent au salaire des travailleurs, des travailleuses, mais c'est pas juste ça, c'est aussi les assurances collectives. Il y a une recherche qui a été faite à l'UQAM pendant la pandémie qui a démontré que l'épuisement professionnel, il y a un taux de prévalence élevé dans les travailleurs du communautaire. On parle de jusqu'à 30 des personnes qui travaillent dans le milieu communautaire qui vont souffrir d'épuisement professionnel. Près de la moitié des gens qui travaillent dans le communautaire n'ont pas d'assurance collective. Alors, le financement à la mission des groupes communautaires, ça permet aussi d'offrir des conditions de travail qui nous protègent de la précarité. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans le communautaire qu'on devrait vivre dans la pauvreté. Au contraire. Alors... Merci. Alors, on a terminé les questions préparées par les tables de concertation, par les groupes de citoyens, mais il y a des personnes dans la salle qui voulaient partager les questions, des citoyens qui ont aussi d'autres chapeaux. Alors, parmi nous, j'invite à avancer Caleb Banville, qui est à l'imagerie
Maison des jeunes. Vous avez 2 minutes pour poser votre question. Après ça, comme tout à l'heure, ça va être 90 secondes pour répondre. Puis, on va commencer. Ça va être Phoebe Laplante qui va commencer la réponse. Merci beaucoup. Donc, dans un contexte où la santé mentale des jeunes dégringole, où l'anxiété et la pression à la réussite augmentent de plus en plus, les organismes jeunesse comme les maisons de jeunes sont un safe space et un répit pour nos jeunes, puis un lieu d'épanouissement. Avec le manque de financement et de main-d'œuvre dans nos organismes, quelles actions concrètes vos partis comptent comptent poser pour améliorer les services offerts à la jeunesse de notre circonscription? Je vais juste laisser quelques secondes aux représentants du Parti québécois pour que vous puissiez vous consulter et déterminer qui va commencer le tour de parole. On a un petit Le temps s'écoule dans 3, 2, 1 et ça va être Phoebe Laplante du Parti québécois. Parfait. Donc, oui, je connais les problématiques de la jeunesse. Là. Moi-même, j'ai 22 ans, puis je sais quelles difficultés on peut avoir en étant jeune. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument avoir des programmes de sensibilisation aux réalités des jeunes, puis d'intervenir aussi dans des milieux spécialisés. C'est sûr que je pense qu'il doit y avoir des consultations qui sont vraiment adaptées aux besoins de la personne. Des jeunes qui consultent, entre autres, en psychothérapie. Parce que c'est super important, puis c'est pas n'importe quel jeune qui peut avoir, puis doit avoir le même service qu'un autre jeune. T'sais. Donc, ça doit vraiment être adapté aux besoins essentiels, puis qu'est-ce qu'on va aller... qu'est-ce que la personne a réellement de besoin. Parce que sinon, c'est comme si on mettait tout le monde un peu dans le même moule. Ça ne veut pas dire que le moule va plus fitter avec quelqu'un d'autre. Donc, clairement, c'est pour ça, je pense qu'il faut vraiment des choses vraiment spécialisées. Puis, ça passe aussi par les domaines publics. Ça passe par un rapatriement aussi au niveau des CLC pour qu'ils soient en première ligne, pour qu'ils soient vraiment en premier lieu pour des petites interventions, tout ça, des soins en psychothérapie, en sexologie aussi. Donc, c'est super important qu'on aille ces services-là à la place d'aller aux urgences ça, ou dans des centres puis d'aller consulter au privé. Donc, des CLSC, ça va permettre aux jeunes, entre autres, d'avoir accès à des soins de qualité. Merci. On poursuit avec Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec. Moi, je suis architecte de profession. Et je me suis levé pour me battre pour la jeunesse principalement. Parce que je considère que ce trauma que l'on a vécu tous ensemble a eu un impact important, vraiment, puis c'est peu dire, là, sur la jeunesse. Il faudra s'en remettre aux pédiatres, aux psychologues, aux universités, aux institutions scolaires pour faciliter une meilleure présence sociale et communautaire des jeunes. Moi, je pense que ce qui est arrivé là, au niveau du sport, de l'étude à distance devant des écrans, toutes ces choses-là ont fait très mal. Très, très mal. Et je ne suis pas du tout d'accord à ça parce qu'on regarde les chiffres de l'INSPQ, puis on se rend compte que de tout le lot de gens qui auront malheureusement décédé de la pandémie, 99,7% de ceux qui sont décédés sont des gens de 40 ans et plus. Donc, ce que l'on a fait aura vraiment fait beaucoup de mal. Et moi, jamais au Parti conservateur du Québec, nous permettrons ça encore. Merci beaucoup. On poursuit avec Catherine Bounja du Parti libéral du Québec. Mais les jeunes, vous avez été plus particulièrement touchés par la pandémie. Vous avez été complètement déconnectés de la socialisation. Alors, c'est certain que nous, au Parti libéral, on veut mettre l'accent sur la santé mentale. Je reviens une fois, on veut offrir l'universalité à des soins en psychothérapie. Mais moi, je veux parler de l'autre chose dont on ne parle pas, parce que c'est bien de vouloir offrir des services, mais avec quelle main-d'œuvre?
Avec quelle main-d'œuvre? Donc, il faut parler, je ne veux pas refaire le débat, mais reparler de la pénurie de main-d'œuvre, reparler aussi des gens qui travaillent dans nos services de santé qui aussi sont au bord de l'épuisement. Il faut voir comment on peut aussi aménager, souvent c'est des femmes, beaucoup des femmes, comment on peut aménager leurs horaires de travail, parce que ce n'est pas qu'ils n'ont pas envie d'aller travailler, ils aiment leur métier, mais ils sont aussi au bord de l'épuisement. Donc, oui, l'accès à des services de santé mentale, particulièrement pour les jeunes, mais avec quelle main-d'œuvre? Donc, et le public on veut travailler sur augmenter l'accès dans les services publics, mais on a aussi besoin de notre milieu communautaire. Il y a des organismes communautaires ici, moi je pourrais en citer un que j'ai rencontré, le Fil communautaire, qui ont beaucoup, parmi leur clientèle, beaucoup de jeunes. Et c'est triste parce qu'ils ont des files d'attente à n'en plus finir. Ils aimeraient travailler, sauver, parler avec ces jeunes, mais souvent la file d'attente est trop longue et malheureusement, des fois, quand ils arrivent à la place se libère, souvent il est trop tard. Donc, parler de la pénurie de main-d'œuvre et parler du financement de nos organismes communautaires. Merci. Et on poursuit avec Ruba Gazal de Québec solidaire. Oui, bien merci. Tout à l'heure, j'ai parlé, il y a la Maison des jeunes du plateau, l'imagerie qui ont fait partie là, de toute la question plus pour nos ados. Donc, si on veut, comme on appelle en bon français, un call to action, tout le monde peut la signer, là, plus pour nos ados. Moi, je l'ai signé, plusieurs députés de Québec solidaire l'ont fait, donc n'importe qui aussi peut le faire pour dire qu'on appuie le support à ces organismes communautaires. Ces organismes communautaires ou ces maisons de jeunes qui offrent ce lieu-là qui est tellement, tellement important. Il y a aussi toute la question de l'éducation, tu sais, comme les projets particuliers éducatifs, là, par exemple sport-études, etc. Nous, on va mettre fin à la ségrégation scolaire. C'est pas parce que tu as des parents de Westmount que tu as accès aux écoles privées. On veut pas aussi on veut plus subventionner les écoles privées à hauteur de 60 % comme on le fait, mais aussi les projets particuliers dans les écoles publiques. On veut que ça soit accessible à tout le monde, qu'il n'y ait pas une porte à l'entrée, que tous les jeunes puissent avoir des cours et en plus pouvoir pratiquer leur passion, que ce soit en musique, en art, en culture, en sport, etc. Ça aussi, c'est une façon de les aider à avoir un projet là, intéressant et à les intéresser aussi à l'éducation. Puis, on parlait des organismes communautaires. Il y a tellement de choses qui sont faites, mais toutes les infrastructures sportives, le Centre du Plateau, il y a l'autre organisme dont le nom m'échappe, qui est à côté de l'école Laurier. Là, mais bon. Donc, il y en a plein aussi où les jeunes peuvent aller faire du sport quand par exemple, quand l'école finit, avant que leurs parents viennent les chercher, etc. Donc, il y a beaucoup. Il faut investir là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. 90 secondes, ça reste toujours court. Alors, la dernière question citoyenne, celle qui va venir clore notre discussion, va être posée en fait par deux citoyennes. Manon Macamo et Louise Bergeron, je vous invite, vous êtes du groupe Ressources du Plateau Mont-Royal. Mesdames. Alors, je voudrais juste souligner, quand on parle d'aide sociale, alors, vous savez, le ministre Couillard a fait une bonne chose suite à des pressions de groupes de femmes, dont Relais Femmes. Alors, c'était de donner de l'argent, injecter plus de fonds pour les familles et les familles monoparentales, les enfants, les prestations sociales pour enfants. Alors, qu'est-ce que ça a eu pour effet à l'aide sociale? C'est de sortir ces gens-là de l'aide sociale. Quand on injecte de l'argent, on sort les gens de l'aide sociale parce que les gens sont comme vous et moi. Ils vont se dire, ah, pourquoi pas? Je vais augmenter mon revenu. Je vais aller me trouver un petit sideline quelque part. Je vais aller travailler. Je vais faire quelque chose. Alors, ça a eu comme effet d'intégrer les familles. Et à l'heure actuelle, on trouve très peu de familles à l'aide sociale et de femmes à l'aide sociale. On trouve beaucoup plus de personnes seules. Je voudrais aussi vous parler je voulais vous expliquer le barème d'aide sociale. Le gouvernement du Canada a reconnu comme seuil de pauvreté la mesure du panier de consommation qui est de à peu près 20 000 pour une personne seule et 40 000 pour une famille de 4 personnes. Or, le Québec, lui, a décidé que l'aide sociale va se baser sur le seuil, le panier de consommation, la mesure de panier de consommation, mais en la réduisant, en ne donnant aux personnes qui sont soi-disant aptes au travail que 55,1 de ce 20 000. Vous voyez, la prestation d'aide sociale, c'est 50 en dessous du seuil de pauvreté. Comprenez-vous? Et pour les personnes qui sont à la solidarité sociale, on leur donne 77 un peu plus, parce qu'ils ont des handicaps ou des maladies à long terme.
Alors, le projet, c'était qu'en 2023, on augmente ce seuil-là pour des personnes qui sont très, très, très handicapées, alors de créer une troisième catégorie. À ceux-là, on ne leur donnera pas toute la mesure du panier de consommation. On va leur donner 90 du panier de consommation. Oui, c'est ça. Alors, c'est pour vous, en tout cas, c'est juste pour vous donner des indices de qu'est-ce que c'est que de vivre sur l'aide sociale. Avec 670, quand on est une personne seule, soi-disant apte à l'emploi, ben on n'arrive pas, surtout quand on est en situation d'inflation. Maintenant, je vais donner la parole à madame. C'était juste le préambule. Bonsoir. Si vous êtes élu, de quelle façon allez-vous améliorer les conditions de vie des personnes en cité sociale? La question est claire, parce qu'à 90 c'est quoi? 10 fait qu'on ne mange pas 10 du temps, on saute 3 journées de repas. Alors, on va commencer avec M. Stéphane Marquis du Parti conservateur du Québec. Oui. Oui, c'est sûr que là, on parle de l'aide sociale. L'aide sociale, c'est une mesure temporaire. On a toujours le souhait de donner aux citoyens la volonté et le désir de se faire une place dans le marché du travail. Et en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre comme on en a rarement connu. Donc, on espère bien voir cela, c'est-à-dire une migration de la pauvreté vers une vie où on peut considérer respectable. La fierté qui vient, encore une fois, par l'acquis, par le biais de notre labeur, c'est quelque chose de fondamental chez l'être humain. Donc, s'il y a une nécessité d'ajuster le taux de l'aide sociale à l'indexation de l'inflation, parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher, là. Il y a une réalité à laquelle on doit faire face, mais au Parti conservateur du Québec, notre point de vue sur ces questions d'aide sociale sont plutôt de voir à ce qu'on dynamise notre économie par... On ne veut pas que ce soit devenu là, un champ de PCU pour tout le monde. Allons-y et allons travailler. Merci beaucoup. On poursuit avec Catherine Bounja du Parti libéral du Québec. Moi, je vais vous dire, ce qu'on ne fera pas, c'est qu'on n'enverra pas des chèques de 500 $ à tout le monde. C'est injuste. Il faut vraiment faire des aides ciblées selon la catégorie des personnes, les aînés, les étudiants, les ménages. Donc, nous, on a des propositions ciblées pour ces catégories-là. Par exemple, une allocation de 2 000 $ pour les aînés. Pour les familles, on souhaite, pour la place à garderie, par exemple, à 8,70 $. On a des mesures aussi, parce que souvent, les familles qui ont des enfants, ils vont avoir besoin de services, l'orthophonie, l'orthopédagogie, tout ça, si on n'a pas d'assurance, c'est pas donné à tout le monde. Donc, nous, on veut, par exemple, offrir un crédit d'impôt de 500 $ pour permettre aux familles d'aller faire appel à ces services-là s'ils l'ont pas dans leurs écoles. Donc, il faut vraiment faire je pourrais vous citer plein d'autres mesures, mais vraiment, c'est vraiment de donner des mesures d'aide ciblées. Et puis, par rapport j'ai un peu perdu le fil, mais ce qui est vraiment important, là, comme société, et puis moi j'y crois vraiment, là, c'est que on n'est pas tous égaux, mais c'est vraiment notre responsabilité de rendre nos sociétés équitables, donc de donner le coup de pouce qu'il faut aux bonnes personnes et au bon moment dans leur vie. Parce que c'est vrai, le but ultime, c'est que chacun puisse atteindre son plein potentiel. Merci. On poursuit avec Ruba Gazal de Québec solidaire. Bien, merci. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des gens qui sont sur le bien-être social comme s'ils n'existaient pas dans la société. On n'en parle pas. Et imaginez si les gens qui travaillent à temps plein ne sont pas capables d'y arriver. Et en tout cas, vous l'avez très, très bien démontré. Même chose pour nous, le 500 $, que même des gens qui gagnent 100 000 $ et plus, 100 000 $ pouvaient l'avoir. Moi, j'ai eu droit comme député aux 500 $, imaginez. Réduire les impôts, on se tire dans le pied. Si on a les moyens de réduire les impôts des gens qui sont les plus riches, on a les moyens de permettre aux personnes qui sont sur l'aide sociale de vivre dans la dignité. On parle de mourir dans la dignité, mais c'est important que les gens puissent aussi vivre leur vie dans la dignité. On veut augmenter donc les prestations.
toutes les mesures dont j'ai parlé, le logement qui coûte extrêmement cher, plus de logements sociaux, 50 000 logements sociaux. Puis il y a quelque chose aussi qu'on appelle le droit à l'amour. Quand deux personnes qui vivent sont sur l'aide sociale, ces gens-là aussi tombent en amour, hein, qu'est-ce que vous voulez, puis ils vivent ensemble, bien là, chacune des personnes voit sa prestation diminuer encore plus et ils vont être encore plus dans la misère, ce qui n'est pas normal, ce qui fait qu'ils vivent séparés, mais ça leur coûte cher. En tout cas, vivre dans la dignité. On a dans notre cadre financier, je ne dis pas tous les millions parce que c'est fatigant puis vous ne les retiendrez pas, mais je vous dis que dans notre cadre financier, il y a un montant pour augmenter les prestations d'aide sociale. Merci. Et maintenant, le mot de la fin. Sabrina Mercier, du Parti québécois. Oui, donc, c'est sûr que le Parti québécois trouve que c'est important que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Puis, on s'entend que un maigre montant de 670 $, ça ne permet pas de vivre dignement puis en fait, voilà, de survivre, de s'en sortir finalement. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment alléger le fardeau fiscal des assistés sociaux. Donc, encore une fois, notre proposition de l'allocation qui est liée à l'inflation va permettre de les aider et ça immédiatement. Donc, les personnes qui gagnent 50 000 $ et moins auront droit à 1 200 $. Tout comme Québec solidaire, on soutient l'idée du droit à l'amour pour que les gens puissent avoir le droit à l'amour. C'est très évocateur en soi-même. Et puis, en fait, pour encourager les personnes qui le peuvent à revenir sur le marché du travail, en fait, on veut qu'ils ne soient pas pénalisés, donc qu'ils puissent travailler sans être... travailler à temps partiel sans être pénalisés sur leur chèque d'aide sociale. Donc, voilà, c'est tout pour moi. Et merci beaucoup. Merci. Je pense que les candidats et les candidates qui ont été là toute la soirée, qui ont participé à cet exercice démocratique qui est fondamental, méritent une bonne main d'applaudissements. Est-ce qu'on a le temps? Juste un petit mot pour remercier aussi la CDC d'avoir organisé le débat, les tables de quartier qui ont posé des questions. Le 3 octobre, c'est le jour du vote. Alors, allez voter en grand nombre, mais surtout, d'ici là, allez à la rencontre des candidats, des candidates de vos circonscriptions, interpellez-les, partagez-leur vos préoccupations, les besoins de vos communautés. Peu importe le parti, peu importe l'allégeance, vous pouvez les influencer, vous pouvez leur faire prendre conscience des besoins de la population. Puis, après le 3 octobre, assurez-vous qu'ils respectent leur engagement. Engagez-vous dans les organismes communautaires, participez aux différentes mobilisations. Merci. Bonne soirée.